Bonjour à toutes et tous. Donc déjà, en introduction, je souhaiterais remercier la mairie de Grenoble et tous ceux qui ont organisé cette journée parce que avec les intervenants qui sont intervenus avant moi, je souscris au fait que je pense que la culture du risque sismique en France est insuffisante. Et c'est vraiment moi le sens de mon intervention aujourd'hui, alors en toute modestie, hein, mais je crois, c'est la première fois que j'entendais l'expression de séisme utile, mais j'y souscris complètement parce que je crois, nous, quand on a été confronté au séisme, et vous le verrez dans ma présentation, on croit être préparé, on a tous un plan communal de sauvegarde, mais on est tout de suite submergé. Et il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Et je crois que, enfin moi, en tout cas, à titre personnel, j'aurais aimé participer à une réunion de ce type avant, de manière à développer un petit peu plus cette culture. Donc le séisme du Teil, il doit être utile sur le plan scientifique, hein, puisque voilà, je sais qu'il y a des études en cours pour comprendre ce qui s'est passé. Il doit l'être aussi sur la question de la vulnérabilité, où effectivement c'est quelque chose qui, là aussi, les enseignements doivent être tirés de ce qui s'est passé au Teil. Et moi, j'interviendrai plus, parce que voilà, c'est plus mon niveau, sur les enseignements en termes de gestion de crise. Voilà, puisque nous avons été confrontés pendant quasiment 2 mois à une gestion de crise directe, et ensuite c'est la gestion post-crise, mais dans laquelle on sort à peine, voire on n'est pas complètement sorti. Voilà. Voilà, donc juste, donc la ville du Teil, hein, c'est je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais c'est une ville qui n'était pas très connue avant le séisme, qui est située à côté de Montélimar, à tel point que dans les informations, dans les chaînes nationales, au départ, c'était un séisme à Montélimar. Il a fallu bien quelques heures pour resituer les choses et dire que c'était bien au Teil. Donc on est juste à côté de Montélimar, 9000 habitants, avec des caractéristiques très particulières qui ont accentué la gestion de crise, je dirais. Hein. Le fait qu'il y ait un taux de chômage important, j'y reviendrai, des revenus moyens faibles, des logements, beaucoup de logements vacants avant le séisme. La moitié des logements construits avant 1970, donc pas forcément avec les normes parasismiques, et puis avec des conceptions pas très bien conçues, quoi. Hein, voilà. C'est une ville très populaire, ancienne ville avec un gros centre SNCF, donc voilà, des bâtis pas forcément de très bonne qualité au départ, et puis 2 quartiers qui sont inscrits au titre de la politique de la ville. Donc le séisme s'est passé, et donc c'était une très belle journée, tant mieux, tout le monde avec beaucoup de gens dehors, un jour férié, hein, commémoration du 11 novembre, juste après les commémorations, juste un peu avant midi. Donc là aussi, ça a pu avoir, quand on disait le miracle, c'est vrai qu'il n'y a pas eu il y a eu aucun décès sur la commune. Je pense que voilà, tous ces événements, enfin ces faits-là sont importants. La magnitude, 5,4. Aucune victime sur la commune, très peu de blessés, des blessés légers. Et important aussi quand même, hein, aucun effondrement entier d'habitation. Alors, des pans de murs, mais aucune habitation, comme on peut le voir des fois malheureusement dans des séismes à l'étranger, avec des effondrements totaux d'immeubles. 41 communes ont été déclarées catastrophes naturelles, mais en gros, on va dire que 90% des dégâts étaient concentrés sur la commune du Teil. Voilà, et près de 3000 bâtiments endommagés. Le Teil les environs sont connus comme une zone voilà, à risque modéré, avec quand même dans le passé, un peu lointain, mais des séismes connus. Hein. Voilà, le plus puissant depuis 20 ans et surtout le plus destructeur depuis 50 ans. Donc quand on parle de culture du risque, je pense que ça aussi, voilà, le fait qu'on soit sur des occurrences assez importantes et avec des délais importants et puis ciblés, fait qu'aujourd'hui cette culture elle est assez faible. Voilà, après 3000 sinistrés, donc vous voyez, hein, 9000 habitants, 3000 sinistrés, 850 arrêtés, ça on y reviendra je pense dans la journée parce que donc ces arrêtés d'interdiction qui n'étaient pas des arrêtés de péril hein, des bâtiments, mais des arrêtés d'interdiction, d'évacuation,
En gros, les personnes avaient entre un quart d'heure et une demi-heure pour quitter leur logement. Ça, c'est quelque chose qui est très important après dans la gestion de crise. Mais voilà, il faut se rendre compte que des gens, les sapeurs-pompiers, la FPS, passaient dans ces bâtiments, diagnostiquer un risque. Alors, voilà, encore une fois, ça on y reviendra, hein, qui est le risque d'urgence. Hein. C'est, voilà, il vient de se passer un séisme, on voit des dégâts dans la maison, on évacue. Et ça, tout ça va très très vite. 200 millions de dommages, alors là on y même un petit peu plus, hein, donc ça c'est identifié par les assurances, donc ça sur les biens privés, donc à peu près 200 millions de dommages, et aujourd'hui on est potentiellement un petit peu plus, et nous sur nos biens communaux, j'y reviendrai aussi, près de 12 millions de dégâts. Le budget de la commune est de 20 millions hein, et de 6 millions en investissement. La mobilisation de moyens humains est très rapide, j'y reviendrai aussi. Donc, sur la durée on va dire les 2 mois, hein, jusqu'à du 11 novembre jusqu'à un peu après Noël, donc près de 2000 sapeurs-pompiers, donc je pense qu'il y en a qui sont dans la salle, qui sont venus, de pratiquement toute la région, hein, voilà, pour organiser une rotation. Et puis, vu voilà, hein, 3000 bâtiments, vous vous rendez compte, à sécuriser. À peu près 2000 gendarmes aussi pour assurer l'un des risques, hein, mais qui ne s'est pas produit, c'est les pillages, voilà, et puis gérer un peu la population, donc près de 2000 gendarmes, voilà, pareil sur les 2 mois. C'est une ville en état de siège en fait, hein, il faut s'imaginer une ville en état de siège avec du bleu et du rouge partout, quoi. Et, ça a un effet un peu, enfin voilà, hein, c'est assez saisissant pour la population, et ça je le redirai aussi, c'est un tiers de la population, un gros tiers qui est touché et 2 tiers qui n'est pas touché, ou qui l'est indirectement. Donc des fois, je ne sais plus si je le dis plus tard, mais moi une image qui m'a marqué, c'est un peu tout bête, mais 15 jours après le séisme, des gens jouaient aux boules sur la place du village. C'est d'un côté des pompiers et des gendarmes dans toute la ville, et de l'autre des gens où petit à petit la vie reprend. Et des fois, ça c'est assez saisissant. 40 inspecteurs de l'Association française du génie parasismique. Alors, je ne sais pas si, je pense qu'il y aura une intervention dans la journée pour expliquer. Voilà, c'est des bénévoles qui viennent sur des séismes. Alors, je crois que c'était l'une des premières fois en France métropole qu'ils étaient mobilisés à ce point. Enfin, à ce point, c'est sûr, mais qui étaient mobilisés, qui sont venus faire ce qu'on a appelé les diagnostics d'urgence, quoi, tout de suite, rentrer dans les maisons et dire aux personnes, vous pouvez habiter, vous ne pouvez pas y habiter. Voilà. Très vite, on s'est rendu compte que même 40 inspecteurs, au début, ils étaient là pour une semaine. Hein. Ils étaient arrivés en disant, on va rester là une semaine. Et ils sont restés pratiquement 2 mois. Très vite, on a vu aussi que ce n'était pas suffisant, et donc les sapeurs-pompiers ont aussi fait ces diagnostics. Une chaîne de solidarité remarquable, voilà, au-delà des forces de secours, de la police, ce qui a été vraiment déterminant dans la gestion de la crise, c'est la solidarité. La solidarité, notamment tout ce qui est association, donc on a nous par exemple une grosse association secours populaire, mais la Croix-Rouge, le Secours catholique, tout ça s'est mis en branle très rapidement. Et ça, c'est vrai qu'on a cette chance, je pense, par contre, en France, si on n'a pas la culture sismique, on a cette culture-là. Tout de suite, tout se met très rapidement en branle, et une chaîne de solidarité, après, qui a dépassé, j'y reviendrai aussi, qui a dépassé très largement les frontières de la commune et même du département. Alors, les premières heures, voilà, tout de suite, ce qui est très marquant, hein, c'est tout le monde est dans la rue. Donc vous avez quasiment 9000 habitants dans la rue. Donc moi j'habite à peu près à 40 minutes du Teil, donc le temps d'arriver, je suis arrivé et je vois la foule dans la rue, quoi. Tout le monde est dans la rue. Pourquoi ? Parce que les gens quittent leur maison, c'est le réflexe normal. Alors après, il y a eu des débats, on a souvent parlé avec le colonel Rivière, là, des sapeurs-pompiers, sur où on aurait dû mettre ces personnes-là dans les premières heures. À un moment, ils étaient devant leur maison, hein, et on n'avait pas... voilà, Encore une fois, j'y reviendrai aussi sur le plan communal de sauvegarde. Un plan communal de sauvegarde, ça vous dit comment mettre à l'abri un quartier, ça ne vous dit pas comment mettre à l'abri une ville entière, quoi. Et ça, c'est... Voilà, quand je parle de culture du risque, ça, il faut vraiment aujourd'hui l'anticiper, quoi, parce que le séisme, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est pas localisé. Donc très rapidement... les forces de secours ont été là, hein, tout de suite, hein, quasiment. Voilà, ça s'est déployé très rapidement.
Il a été décidé, et c'est encore, on a un plan communal de sauvegarde qui dit que c'est en mairie, enfin voilà, très rapidement, le préfet décide de mettre le PC de crise en mairie. Voilà, il y a eu des débats là-dessus, on en reparlera peut-être, sur le fait est-ce que c'était le bon endroit, pas le bon endroit. Moi, ce que je sais, c'est que ça a vraiment servi après la communication, c'est-à-dire que l'État, les forces de l'ordre, les élus, tout le monde était là et entendait la même chose au même moment. Et ça, je crois que c'est très important dans une crise, de ne pas créer des sous-commissions, des sous-PC de crise, qui fait que l'information, elle n'est pas connue de tous. Et ça, j'y reviendrai aussi sur la communication, parce que c'est extrêmement important. Ensuite, voilà, donc les premiers diagnostics bâtimentaires, j'en ai parlé tout à l'heure avec la FPS, les sapeurs-pompiers, et l'ouverture des gymnases pour accueillir à peu près 300 sinistrés. Le reste, soit retournant chez eux quand c'était possible, soit partant dans de la famille tout autour. Les premiers jours, voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ce point-là, mais c'est la logique des choses, et je pense que même si bon, on va dire que ça ne va pas arriver à Grenoble, mais je pense que ce sera pareil, c'est-à-dire que l'endroit où vont naturellement les gens, c'est la mairie. On ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas comment on va être aidé, comment on va à la mairie. Voilà, on va pas. Bon, la préfecture n'était pas. Alors ici, elle est ici, mais chez nous, elle n'y était pas. On ne va pas au département, on ne va pas encore moins à la région, on va à la mairie. Donc, moi, quand je suis arrivé le lendemain, le mardi matin, vers 6h30, il y avait 500 personnes devant la mairie. Et là, on se dit, voilà, la journée va être longue, et on n'imagine pas que ça va être encore les semaines d'après qui seront longues. Donc voilà, tout de suite, cette prise d'assaut, je le dis comme ça parce qu'on le vit un peu comme ça. C'est pas, voilà, on ne va pas critiquer, mais voilà, les gens sont devant la mairie. Comment ça se fait? Comment on fait? Catastrophe naturelle, tout le monde confond tout. Comment on fait quoi? Les assurances, elles sont où? Voilà. Tout de suite, il faut organiser les services de la mairie. Encore une fois, on est voilà, sur le plan communal de sauvegarde, il y a des choses qui sont dites, mais pas à cette échelle-là. Donc le logement, tout de suite, il a fallu placer des gens. Donc il y avait les gymnases, je l'ai dit, mais aussi on a réquisitionné, avec l'aide de la préfecture, des hôtels, des gîtes, et puis plus tard des campings, pour être en capacité de reloger tout le monde. Sécuriser les voiries, voilà, le soutien logistique aux sapeurs-pompiers, c'est pas un détail, parce que c'est vrai que les sapeurs-pompiers arrivent avec leurs moyens, mais il a fallu étayer, il a fallu faire tout un tas de choses, et nous, avec nos services techniques, c'est 35 agents à peu près, il a fallu alimenter, aller aller acheter du bois, enfin tout un tas de choses, et qui au début, c'était pas si simple, quoi. L'accueil des sinistrés en mairie, donc effectivement les gens sont venus. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses qui a été faite, c'est de recenser les personnes et de manière à avoir un fichier. Et ça fait partie des recommandations, j'y reviendrai. On n'a pas été bon là-dessus, voilà, on n'a pas d'informaticien dans la commune, on a fait comme on a pu, au début avec des grands tableaux, des feuilles, petit à petit avec un tableur Excel. Mais clairement, il y a eu des erreurs au départ. Voilà, la fiabilité du fichier est importante, et on la paye, bon maintenant un peu moins, mais on l'a payé après parce qu'avec des gens qui étaient recensés 3 fois comme sinistrés, des diagnostics qui ont été faits 2 ou 3 fois dans certaines maisons et pas dans d'autres, voilà. Mais bon, ça a été important de le faire et ça a été un gros travail. Et là, on met tous les services de la mairie. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de personnel des écoles, du sport. Là, on met tout le personnel de la mairie, on met des grandes tables et on recense et on demande aux gens voilà, de dire les dégâts qu'ils ont constatés chez eux. Bien sûr, il faut que, bon, ça c'est le béaba, mais bon, dans le feu de l'action, ça ne vient pas toujours tout de suite. C'est se dire déjà, il faut expertiser nos bâtiments et notamment les écoles, savoir est-ce qu'on peut réouvrir les écoles ou pas, tous les endroits où il y a des services publics. Et puis, voilà, nettoyage des différents bâtiments. Coordination de la solidarité, j'ai dit tout à l'heure, il y a eu une chaîne très importante qui s'est mise tout de suite en branle, mais il faut l'organiser, parce que les gens arrivent, et encore une fois, ils arrivent en mairie, comment on fait? On a des choses, nous, on a des dons, on a des choses, on voudrait aider, comment on fait? Donc tout ça, voilà, entre les différents élus, les services de la mairie, tout ça, il faut l'organiser, La planification, ça aussi, on y reviendra, des diagnostics. C'est vrai que c'est à partir de notre fichier et à partir de nos services techniques qu'on a demandé à la FPS et aux sapeurs-pompiers d'aller faire des diagnostics dans les bâtiments. Là aussi, voilà, à l'expertise maintenant, on sait que c'est plus comme ça qu'il faudrait faire et on l'a dit dans
plusieurs instances. Hein. Je suis déjà intervenu par exemple à Tarbes sur un exercice séisme. On a eu, j'y reviendrai, on a fait un petit document avec la FPS sur un retour d'expérience. Et ça, c'est une chose importante, quoi, les diagnostics bâtimentaires. On est allé à la déclaration des gens, ce qui fait qu'encore une fois, on est passé 2 fois dans un, on n'est pas passé dans l'autre. Voilà, je le dis un peu comme ça. Je pense que si c'était à refaire, et je le préconise comme ça, il faut avoir une organisation beaucoup plus militaire. C'est rue par rue. Hein. Voilà, et on évite de se marcher dessus. Des fois, les pompiers croisaient la FPS dans le même bâtiment, dire ben non. Et voilà. Mais encore une fois, hein, on apprend de l'expérience. Hein. Là, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, la communication. On a, nous, la directrice de cabinet, tous les jours, donner un état des lieux, où on en est. Mais complètement transparent, parfois modeste, dire là on ne sait pas. Et ça, c'est très important, quoi. On a vraiment au fil de l'eau, tous les jours, informé. Il y avait ces réunions avec la préfète, avec les sapeurs-pompiers, les gendarmes, où on disait, ben là, on va mettre telle mesure en œuvre, on coupe l'électricité, couper, je sais pas, le gaz, là, tel quartier, on en est à tel niveau d'évacuation, il y a tel endroit où vous pouvez être accueilli pour... voilà les démarches pour catastrophes naturelles, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment important. Alors, voilà, le nombre d'abonnés Facebook, la chaîne de la mairie a explosé forcément, hein, et même au-delà de la commune, quoi. Tout le monde venait aux nouvelles sur ce que tous les soirs, le petit poste de la directrice de cabinet. Voilà, visite ministérielle, ça je ne vais pas trop en dire, mais c'est vrai que des fois c'est des contraintes. Hein. Voilà, vous êtes en plein feu de l'action, là, et puis le ministre arrive, les ministres, et on arrête tout. Alors, je le dis, c'est vrai en rigolant, mais c'est un moment où on ne le prend pas toujours très bien. Et par exemple, bon voilà, l'une des choses, elle dit qu'il faut que les gymnases soient vides ce soir, quoi. Parce que ça ne fait pas bien en France d'avoir des personnes qui passent de nuit dans un gymnase. Mais en même temps, si c'est ce qu'il fallait, moi, ça aussi, je pense que l'avantage qui était dans les gymnases, c'est qu'on les avait sous la main, on pouvait rassurer, on pouvait les nourrir, faire du soutien psychologique, commencer à travailler avec eux sur leur dossier. Alors que quand une fois qu'ils ont été éparpillés dans des campings de partout, ça a été beaucoup plus difficile d'établir le contact. Donc bien sûr qu'il ne fallait pas que ça dure une semaine, mais mettre cette urgence sur il faut vider les gymnases, ouais, c'était un peu dur quand même. Hein, à un moment, voilà, ce n'était pas forcément la priorité du moment. Voilà, et ça... Alors c'est surtout vrai pour une commune de notre taille, mais ça aussi, hein, on n'y était pas préparé, c'est organiser les dons, quoi. Tout le monde dit, on veut donner, comment ça se passe. Donc on a eu la chance que l'Association des maires de France et l'Association des départements de France ont lancé des initiatives et eux-mêmes ont collecté pour après et pour organiser les choses. Et puis on a organisé les cagnottes en ligne, ça c'est quelque chose qui marche très très bien, quoi. On a récolté on va dire 6 mois à peu près 1,5 million de dons. Voilà, encore une fois, le budget de fonctionnement de la commune, c'est 8 millions. Hein, donc, et je reviendrai après sur les coûts. Voilà, les premières semaines, donc ensuite, ça aussi c'est quelque chose d'important et qu'on avait sous-estimé, c'est la rotation des équipes. Donc ça, les sapeurs-pompiers sont beaucoup mieux organisés que nous là-dessus. Et puis il y a l'effet nombre, hein, où il y avait une relève quasiment tout hebdomadaire, les gens arrivaient... Nous, on est resté 2 mois. Moi, je le dis toujours pour mon cas personnel, j'ai fait 3 semaines d'affilée, 7 jours sur 7, 10-12 heures par jour. Jusqu'au moment où j'ai fait un malaise, quoi, tout bêtement, une crise d'angoisse, machin, et je suis rentré chez moi, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Et ce que j'ai vécu, moi, tous les cadres l'ont vécu, et les agents aussi, en fait. Hein. Et en fait, je pense que là, collectivement, on a surestimé notre capacité de résilience. L'État, tout le monde, où finalement on est toujours à nous demander, mais à un moment, attendez, on a une ville de 9000 habitants, 130 agents, voilà, il y a un moment, c'est plus possible, quoi. Il faut prendre le relais. Et ça, je pense qu'on aurait dû le faire plus tôt, le dire plus tôt, on a atteint nos limites. Voilà, moi, il y a un seul DGS dans la commune, un seul directeur des services techniques, 2 cadres, enfin voilà, un seul maire, et qu'à un moment, voilà, c'était devenu trop lourd à gérer. La chose importante, donc on a créé, je l'ai dit tout à l'heure, la mairie était prise d'assaut, mais à un moment ça ne peut plus durer, quoi. D'abord il y avait le PC de crise, mais en plus voilà, on avait besoin de se poser, de pouvoir réfléchir et d'avoir tout le temps ce monde dans la mairie, c'était ingérable. Donc on a organisé avec l'État et avec le département un guichet unique
pour les sinistrés, un peu dans une école, à côté d'une école qui était fermée du coup, mais dans un bâtiment qui était sécurisé. Un guichet unique pour, voilà, avec le soutien administratif, le soutien psychologique, ça c'est important. On a eu une cellule pendant 2 mois pour recevoir les gens et à faire du soutien psychologique. Et puis les secours d'urgence, distribuer l'argent avec des gens qui étaient démunis. Quand vous êtes délogé de chez vous, que vous avez un prêt à rembourser, qu'il faut que vous loyiez quelque chose, tout est déstabilisé. Et encore une fois, une population, 20% de chômage, une population pauvre. Donc, moins à l'aise dans les démarches administratives, fragile financièrement, donc le mauvais coup arrive, on bascule du mauvais côté. Donc il a fallu, on a mis en place avec le département des secours d'urgence, avec la CAF aussi, et qui ont permis de subvenir à ça. Très important aussi la création de l'association des sinistrés. Donc on s'est dit, ça c'est l'idée du maire tout de suite, qui a dit il faut qu'il y ait une association qui se crée, plutôt que ce soit une association qui soit contre, parce qu'au bout d'un moment, les choses s'inversent. Au début, on est solidaire, puis au bout d'un moment, ouais, mais il n'y avait qu'à faire comme ça, machin. Se dire, il faut que, on crée un collectif pour être le porte-parole des différents sinistrés vis-à-vis de l'autorité, on va dire, mais aussi vis-à-vis des assurances, et surtout vis-à-vis des assurances. Donc ce collectif s'est créé, et avec la chance, c'est qu'il y avait au moins un membre, là, qui est devenu, je crois que vice-président, qui intervient et qui était professeur dans un BTS Assurance et qui a beaucoup conseillé les gens, apaiser les choses. Le relogement, donc ça aussi, donc je vous l'ai dit, c'est près de 300-400 familles, je ne sais plus le chiffre, qu'il a fallu reloger tout de suite. Donc prioritairement les hôtels, les campings, puis après, financièrement et puis même en termes de vie, il a fallu vite quitter les hôtels pour aller dans donc on a mis une priorité sur tout ce qui est les logements sociaux dans un périmètre de 50 km grâce à l'État, les bailleurs sociaux, pour petit à petit, et on va dire 6 mois après, pratiquement avoir relogé tout le monde. Encore une fois, après, à la fin, étant les cas les fois les plus compliqués, quoi, avec des problèmes financiers, qui fait que c'était pas évident. Voilà, puis les poursuites des expertises sont continuées, et puis la réouverture progressive des services publics. Et je le disais tout à l'heure, on a très vite 2 communes, en fait, celle qui avec des sinistrés et celles qui ne le sont pas et qui ont envie de passer à autre chose, quoi, et eux qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas les refaire un passeport à la mairie, pourquoi les écoles traînent à réouvrir, pourquoi... des gens qui la maison n'a pas été sinistrée, qui travaillent à la ville à côté, Montélimar, et qui finalement ne comprennent pas, ou en tout cas un peu d'impatience. Donc ça, il faut y répondre aussi. Les premiers mois, ensuite, on vient sur l'estimation des travaux, les demandes de subventions, ça j'y passe. La réouverture des écoles, donc on a réouvert toutes les écoles début janvier, donc à la rentrée de janvier. Donc une école est restée fermée, elle est toujours, elle ne sera plus une école. Et après, on en a organisé, donc 2 écoles sont allées dans un gymnase. Donc vous imaginez un peu faire école dans les gymnases, et ça a duré pas mal, jusqu'à juin, quoi. Donc pratiquement 6 mois, il y a eu 2 écoles qui sont retrouvées dans un gymnase. Donc aménagées sommairement par les services de la mairie, et donc ça a été quand même très difficile. Et puis après, il y a une école qui, elle, n'a été très peu impactée, qui a réouvert en même temps, quoi. Voilà, donc on passe petit à petit d'une situation de crise à la normalité. C'était une année électorale, il fallait organiser les élections, faire le budget. On a été beaucoup aidé par la préfecture, il faut le dire, ça a été le dossier de la préfète pendant les 6 premiers mois, avec mise en place groupe de travail assurance. C'est très important parce que face aux assureurs, les sinistrés, mais la mairie c'est pareil, on est démunis. Alors, il y a quelqu'un de la Maïf, mais... C'est vraiment quelque chose qui manque, d'avoir un interlocuteur unique assurance. Alors, on a eu petit à petit un référent qui est venu dans le groupe assurance. Ça a été un peu long, mais c'est vrai que la présence de cette personne, alors qui au début en a pris plein la figure, mais c'était comme ça, mais qui a permis petit à petit d'organiser le dialogue entre les sinistrés, les assurances, nous, et qui a fait que les choses se sont enclenchées petit à petit. Le gros problème, c'est l'effet de seuil, quoi. C'est-à-dire que 3000 dossiers d'assurance à gérer sur une commune, c'est compliqué. C'était compliqué. Donc il y a eu une sorte d'embouteillage
qui a fait, et j'y reviendrai, que la situation est tout juste en train de se résoudre, quoi. Un groupe de travail sur le relogement, bon, j'y reviendrai pas, hein, pour essayer d'effectivement d'arriver à reloger tout le monde. Et puis sur la reconstruction, j'y reviendrai aussi. L'État a nommé un préfet à la reconstruction, donc qui était un préfet enfin, qui était une personne en fin de carrière. Il y a eu 2 personnes. Là aussi, ça aide quand même, hein, parce qu'il faut ouvrir les portes, quoi. Il faut, voilà, vis-à-vis des assureurs, on l'a dit, mais aussi vis-à-vis de la préfecture, vis-à-vis de la préfecture de région, vis-à-vis du département. À un moment, on a besoin de quelqu'un qui porte un peu au-delà de la commune le dossier. Voilà, et après, on est inscrit, on a le droit à peu près à tout maintenant, hein, on est petite ville de demain, on a voilà, un programme partenarial d'aménagement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est une mesure un peu spécifique qui avait été créée après les éboulements d'immeubles à Marseille, qui est dans l'idée de où on met tout le monde autour de la table et on essaie de trouver des réponses rapides. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon. Voilà, c'est 245 relogés. Mise en place d'une mousse, donc ça c'est une mesure financière avec le fonds Faru là, qui est en dessous, où en fait nous, la commune, on a fait l'avance de tous le relogement, donc les hôtels, les campings, les gîtes, et l'État rembourse dans le cadre d'un fonds qui s'appelle le fonds d'aide au relogement d'urgence, qui nous a remboursé à prix coup. Voilà. Donc c'est vrai que pour une commune comme nous, voilà, il a fallu porter 600 000 euros, il a fallu recruter une personne pour gérer ça. Voilà. Mais voilà, sans ça, je ne sais pas comment on aurait fait, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui se mobilise souvent quand il y a des inondations avec des destructions de maisons. À ce niveau-là, je pense qu'il a quasiment jamais été mobilisé à ce niveau-là, et notamment le nombre, mais aussi la durée. C'est-à-dire que normalement, le fonds Faru, c'est fait pour reloger des gens après une inondation, et puis 15 jours, 3 semaines après, 1 mois après, les gens reviennent. Là, il a été mobilisé plus de 6 mois, donc ça c'est pareil, on ne s'y attendait pas, l'État et nous, on ne s'y attendait pas. Voilà, on a mis petit à petit une maison, a mis en place une maison du relogement, maison des sinistrés, avec un agent de la municipalité pour aider dans les démarches administratives, un travailleur social du département pour aider dans les démarches de la vie quotidienne, les aides, et un médiateur santé pour essayer d'identifier les cas un peu où il y a besoin de soutien psychologique ou même besoin de santé, quoi. Ça, c'est quelque chose qui existe encore, donc qu'on va garder au moins jusqu'à la fin de l'année. Le bilan, donc les assurances, donc c'est donc en Drôme-Ardèche, c'était 17 000 sinistrés, hein, donc 261 millions d'euros, donc à peu près, vous dites faire 200 millions sur la règle de la commune. 48 dossiers, et ça c'est important quand même, 48% des dossiers ont été soldés 1 an après, donc avec les assurances, hein. 70% 2 ans après, donc ça veut dire qu'il en reste encore 30% 2 ans après qui n'étaient pas soldés, dont 11% où il n'y avait même pas eu d'expertise d'après de l'assurance. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément la faute de l'assureur, des assureurs si ces expertises. C'est aussi, et on le voit, sur le profil de personnes qui sont complètement démunies face aux démarches et qui laissent le courrier sur un coin de la table et qui attendent qui ne savent pas comment s'organiser. Donc, heureusement, le collectif a vraiment aidé là-dessus, hein, à dire aux gens, mais si vous ne savez pas faire, moi je vous accompagne, je le fais, et à sortir des dossiers maintenant qui ne seraient peut-être jamais sortis avec des gens qui n'auraient pas été indemnisés, puisque en théorie, la loi dit qu'au bout de 2 ans, si le sinistre n'est pas régularisé, l'assurance n'est plus en devoir de payer le sinistre. Donc c'est le délai de 2 ans quand il y a catastrophe naturelle, c'est très important. Il y a eu une discussion via le groupe assurance, via des parlementaires, via les représentants des assurances. Ce délai a été porté à 3 ans. Donc ça, maintenant, je crois que c'est inscrit dans la loi d'ailleurs, hein, depuis le TEI. En cas de catastrophe naturelle, le délai est porté à 3 ans pour régler le sinistre. Et aujourd'hui, de manière assez exceptionnelle, on va même être à 4 ans pour certains dossiers, et notamment ceux de la commune. Puisqu'on a une église classée, c'est tout bête, hein, le temps de faire toutes les études pour voir comment on refait l'église et tout ça, on en est encore à valider les études, quoi, donc 3 ans après. Voilà. Ensuite, c'est rajouté le Covid, hein, je ne vous fais pas le plan parce que vous avez tous vu, mais c'est vrai que par exemple sur la scolarité des jeunes, c'était terrible, quoi, hein, ils ont raté
ils ont raté 2 mois d'école, ils ont fait 6 mois dans un gymnase, et à la rentrée, ou un an après, ils se sont retrouvés en confinement. Donc ça, on en a parlé avec l'éducation nationale, c'est des choses qui restent aujourd'hui. Il y a une génération là qui va rester avec un trou où ils ont été déscolarisés à des moments. Voilà. Donc sur les assureurs, je l'ai dit, même si ça s'est arrangé petit à petit, voilà, et l'importance de l'implication de l'État dans ce dossier. Pour la commune, donc 12 millions d'euros de travaux, voilà. Alors ça, ça fera, on en reparlera aussi cet après-midi. Ce qu'il faut savoir, quand je prends l'exemple d'une école, quand il y a 1 million d'euros de travaux, il y a 300 000 euros de réparation. Mais après, c'est accessibilité, personnes à mobilité réduite, puisque c'est des écoles qui n'étaient pas. L'isolation thermique, plus c'était des bâtiments qui étaient anciens, qui n'étaient absolument pas isolés. Et on arrive, voilà, de 300 000 à 400 000 euros de pure réparation, on arrive vite à 1 million. Et ça, on le reprend sur tous les bâtiments. Bon, pour ce qui fera parler dans les prochains mois, c'est donc l'église du centre qui, elle, ne sera même pas réparée, parce que voilà, on a pris la décision avec l'évêché de les bouler. Voilà, pour le moment, ça passe dans la population, mais le moment où elle va être écroulée, les débats vont repartir, c'est obligé. Voilà. Je crois que d'ailleurs qu'à Grenoble, il y a eu une histoire là, sur une église qui a brûlé. Voilà. Donc voilà, c'est des moments un peu difficiles, mais voilà, l'église du village, qui est au centre du village, va être éboulée et reconstruite totalement. Voilà, bon, le budget de fonctionnement, nous, il a explosé, enfin voilà, il a monté de 15%. Les recettes, bon, différentes indemnités d'assurance, les dons. Un petit, voilà, rapidement sur les recettes fiscales, c'est vrai que la mauvaise surprise, donc on l'a dit tout à l'heure, plus de 400 bâtiments classés, enfin évacués. Donc du coup, la DDFiP nous annonce que 10% de nos recettes fiscales vont être supprimées parce que ces bâtiments doivent être dégrévés, quoi. Donc ça fait partie des mauvaises surprises qu'on n'anticipe pas. 250 000 euros par an sur un budget de fonctionnement de 6-7 millions, enfin, vous voyez ce que ça représente. Donc, bon, on a fini par être aidé et on espère cette année réintégrer tous ces bâtiments. Donc, que cette année. Voilà, ensuite, bon, ça c'est, voilà, on devrait être aidé dans le cadre d'un volet territorial sur le CPER. Ce qui en reste, donc, bon, une aventure humaine, des émotions, c'est encore très vif chez certains, je le disais en aparté, le directeur Nirma ce matin. On devait faire un retour d'expérience avec tous les agents. J'ai été obligé d'y renoncer parce qu'à un moment, il y a des agents qui m'ont dit « moi, je ne pourrais pas pleurer devant mes collègues ». Donc, à un moment, on s'est dit « bon, allez, on va faire autrement ». On a fait du soutien psychologique, des choses comme ça. C'est quelque chose qui reste vif. Et encore une fois, même dans les agents, entre ceux qui ne sont toujours pas capables d'en parler et ceux qui disent « ben non, il y en a marre de parler du séisme, il faut qu'on passe à autre chose », effectivement, c'est quelque chose qui se manie difficilement. Et pour le moment, on n'a pas vraiment trouvé la solution. Voilà, une commune, voilà, 9000 habitants, on est un peu au pied du mur, quoi. Financièrement, on est vraiment sur le fil. Alors là, c'est le DGS qui parle, mais on est vraiment sur le fil, quoi. Et je le répète, et au début, il y a une certaine bienveillance, et puis petit à petit, on commence à la préfecture. Oui, mais attention, je ne sais pas si on va pouvoir vous donner telle subvention, parce que est-ce que vous serez capable de financer le reste à charge? Ouais, mais comment on fait, quoi, quand il faut refaire 3 écoles, la mairie et 2 églises, et sans compter tout ce qu'ils ont fait d'habitude, voilà, à un moment, on ne sait plus, quoi. Donc on a été bien aidés. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme ça, au fil du temps, il y a eu le Covid, malheureusement la guerre, les choses. Bon, on passe à autre chose, quoi. Et une petite commune comme nous, c'est vraiment difficile. Il nous reste encore, bon là, on ne doit plus pas être à 350, on doit être à peu près à 250, mais d'arrêter d'évacuation. Donc ça reste aujourd'hui, encore avec des pancartes sur des immeubles en marquant, voilà, immeuble évacué, quoi. Voilà, je le disais, entre ceux qui veulent passer à autre chose et ceux pour qui c'est encore compliqué, on est encore délogés, il y a encore des gens délogés. Alors en fait, il y a des gens qui sont de nouveau délogés parce que maintenant on est dans la phase travaux et pour faire mettre les travaux dans les maisons, il faut que les gens repartent. Donc c'est des fois un deuxième traumatisme. Voilà, puis je le disais, le taille petit à petit. Alors heureusement, il y a des journées comme aujourd'hui, mais en tout cas sur le plan séisme, mais c'est vrai que voilà, on a tendance à passer dans l'oubli. Voilà, très rapidement, parce que je crois que j'ai un peu débordé, on a fait, alors avec l'aide de l'AFPS, parce que nous, on n'y serait pas arrivé, et voilà, encore une fois, on est la tête dans le guidon, et c'est déjà quelque chose que, voilà, on ne s'oblige pas à faire, et c'est dommage. Mais on a fait l'effort, et notamment l'AFPS, de faire un document formalisé de retour d'expérience. Donc, et ce document,
moi je trouve que sa grande valeur, c'est que c'est pas des interviews du maire et de moi et des sapeurs-pompiers, tout ça, c'est vraiment de tout le monde, quoi. Les associations, le collectif des sinistrés, pour que chacun amène un peu sa pierre à comment il a vécu le séisme, enfin la crise du séisme, et comment les choses à prendre en compte pour un futur, quoi, hein, et en espérant vraiment que ça serve, quoi, hein. Donc ça, ce retour d'expérience, il est important, donc il est disponible, je ne sais pas, hein, je pense que, enfin, je sais pas comment, mais en tout cas nous on peut le faire passer. Il est important sur le plan communal de sauvegarde, encore une fois, ça a été des petites polémiques. Alors bon, à un moment, oui, le plan n'était pas tout à fait à jour. Ouais, en toute transparence, en toute modestie, je ne sais pas comment on peut dire, clairement il n'était pas à jour pour subir un séisme comme ça. Encore une fois, un plan communal de sauvegarde, dans un quartier, il y a une inondation, on avertit les gens, il faut évacuer, on vous met dans le gymnase, on organise un PC de crise, voilà. Là, c'est diffus dans toute la ville, donc voilà, et puis ça avertit pas, hein, une inondation, ça avertit un peu, quoi. Un séisme, ça avertit pas, quoi. Donc voilà, quand ça vous arrive dessus, il faut réagir, quoi. Donc on avait la fiche dans le PCS séisme, hein, mais pour la petite histoire, quand on était en train de travailler à le remettre à jour, et puis j'étais avec le directeur de service technique, et puis il y a des fiches, hein, vous savez, et la fiche séisme, je dis, celle-là, on va la mettre en dernier, parce que franchement, et on va mettre la fiche inondation en premier, parce que ça, c'est déjà arrivé. Et 15 jours après, patatras, quoi. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on va faire, on travaille, on s'est adjoint là, un cabinet pour nous y aider, parce que, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, et puis avec l'idée que ça puisse servir après à d'autres communes, hein, sur les risques sismiques, d'avoir une fiche un peu costaud sur le parti séisme, quoi. Les diagnostics, ça aussi, c'est quelque chose qui, dans le retour d'expérience, qui est très important. Donc ces diagnostics, ils ont été faits, ces diagnostics d'urgence, sous la menace d'une réplique. Donc que ce soit les sapeurs-pompiers, la FPS, l'idée, c'était pas de savoir si réellement le bâtiment allait tomber ou pas, mais est-ce qu'il y avait un risque, à ce moment-là, il fallait évacuer. Et nous, derrière, on nous a demandé, et c'était la logique, de prendre des arrêtés d'évacuation. La grosse difficulté, et ça a servi après, c'est que ce qu'il aurait fallu, mais c'est facile de le dire, mais sur 3000 bâtiments, c'est pas si facile à mettre en œuvre, financièrement, techniquement, c'est de repasser 2 mois après et de dire, bon, allez, on revient, mais là, il faut après que ce soit des bureaux d'études structures, des architectes qui repassent et qui disent, non, là, c'est bon, ça c'est fendu, certes, mais voilà, vous pouvez revenir dans votre habitation. C'est ce qui a été fait dans la vallée de la Roya à l'expérience de ce qui s'est passé au Teil. Là, la préfecture a diligenté des contre-expertises par des cabinets, des bureaux d'études, qui ont permis aux gens de retourner chez eux plus rapidement. Nous, on ne l'a pas fait. Alors après, on s'est posé la question, quand on a débriefé, on s'est dit, 6 mois, 1 an après, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Et à chaque fois, on a buté sur le volume. Et à chaque fois, on a fait confiance, à tort, au fait que les choses allaient se régler avec les assurances, que les gens allaient prendre contact, que l'assurance allait donner un expert, que les travaux allaient être faits, et qu'un an après, on n'allait plus en parler. Or, voilà, encore une fois, 2 ans après, c'était les chiffres, hein, la moitié n'était pas encore réparée, donc les gens pas chez eux. Avec le risque, et ça je le dis, voilà, hein, en toute modestie, que des gens reviennent chez eux malgré l'arrêté. Ça, on l'a constaté, on a été amené à prendre des mesures, mais c'est très dur à gérer, quoi, hein, très dur à gérer. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, si ça arrive un jour, on fait les expertises mise en sécurité des gens, mais tout de suite, ou 1 mois après, on fait des contre-expertises, mais ça a un coût, hein. Nous, on l'avait évalué, c'est 400 000 euros, hein, sur la commune du Teil pour faire ça, hein. Donc personne, au moment où on s'est dit, est-ce qu'on le fait, donc c'était à peu près, presque 6 mois après, ben voilà, personne n'a identifié des... Aujourd'hui, et encore une fois, quand Alex est arrivé, ça a été fait par la préfecture. Voilà, puis sur la mémoire, je pense que voilà, c'est important donc ça on y travaille aussi, de comment, bon, chaque année on commémore certes, mais voilà, il faut qu'on fasse un travail. Donc c'est avec l'église qui sera le seul bâtiment, quasiment, en tout cas le seul bâtiment public qui va être démoli, reconstruit. Je pense qu'il faut qu'on en fasse quelque chose alors, mémorial, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais il faut garder cette mémoire parce que, encore une fois, hein, puis c'est le mot de conclusion. Je crois que c'est très important, voilà, ce type de réunion aujourd'hui, mais il en faut d'autres pour qu'on conserve un peu cette culture du risque sismique. Voilà. Je crois que j'ai fini. Voilà, je vous remercie.